Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Pour cette nouvelle année 2021, le rendez-vous mensuel sur la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain continue, bien entendu. Vous écoutez des ondes Vocast, bienvenue. Des ondes Vocast. Au programme de cet épisode, pour commencer dans la partie zapping, un premier bilan de la saison radio écoulée, nos coups de cœur et recommandations d'écoute pour 2021. Je reçois à cette occasion Rémi Bertolon, ex-animateur de France Bleu, Chir FM, Radio Vinci Autoroute. Actuellement, il est sur Lyon Première et Radio Camargue, et aussi il produit les podcasts Au lever du soleil et Diabète Live. Juste après, pour le point innovation, il sera question de Castopod, un nouveau service d'hébergement de podcasts qui se différencie beaucoup des autres. Vous allez l'entendre avec Benjamin Bellamy, le cofondateur de la solution, qui en parlera en détail. Et pour terminer, comme toujours, l'idée de traiter d'une partie de l'histoire de la radio, avec la suite du dossier sur les liens entre le foot et la radio au fil des années. Après avoir expliqué comment le football s'est imposé à la radio au cours du XXe siècle, avec Johnny Pilate, nous détaillerons comment les émissions de talk, de débat sont apparues et se sont développées au sein des radios généralistes. Restez bien avec nous si vous souhaitez écouter des archives dont on fait le match avec Sacco Mano sur RTL ou de l'Afterfoot en 2008 sur RMC. Vous écoutez des ondes Vocast, on commence l'émission tout de suite avec notre sélection d'émissions qui sont apparues au cours de la saison 2020-2021 et qui ont attiré notre attention. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Nous sommes en janvier 2021 et on peut déjà faire un premier bilan de la saison radio en cours. Petit à petit, nous avons pris des nouvelles habitudes d'écoute que nous allons continuer d'avoir pour 2021. Et pour dresser une sélection de programmes, je reçois Rémi Bertolon, animateur d'Au lever du soleil et également aux commandes du Drive sur Lyon Première. Et Rémi, c'est surtout un grand passionné de radio. Rémi, est-ce qu'il y a une émission en particulier qui a débarqué en septembre dernier auquel tu accroches maintenant et que tu vas continuer d'écouter en 2021 ? Je dois te dire que dernièrement, j'ai pu délaisser les grosses têtes pour enfin revenir sur Europe 1, la généraliste que je porte dans mon cœur, notamment pour la case 16h-18h. Alors même si c'est pas forcément un énorme succès pour l'instant au vu des audiences Médiamétrie, je dois dire que j'aime bien Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. À chaque émission, il y a 3 récits historiques, 2 dictés par Stéphane Bern et 1 avec Mathieu Noël. Le dernier concerne généralement des personnalités de notre époque, mais à chaque fois, les 3 histoires ont quelque chose en commun. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'on apprend des choses avec une juste dose de bonne humeur et un subtil mélange de connaissances et de légèreté autour de l'histoire. Il y a même le quiz en milieu d'émission que je trouvais peu original dans un premier temps, et finalement, c'est vraiment plaisant au quotidien. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Bon, pour le moment, c'est vrai que ça marche malheureusement pas fort. Selon la 126 000 de Médiamétrie, il y a 141 000 personnes en quart d'heure moyen au cours des 2 premiers mois de la saison. Donc c'est 21 000 auditeurs en moins si on compare à septembre-octobre 2019. La précédente émission, c'était L'équipé sauvage. C'était toujours avec Mathieu Noël. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'étais au tout début un peu sceptique. Les premières émissions, les premiers jours, j'étais pas spécialement emballé. Et puis c'est vrai que maintenant j'écoute très régulièrement. Alors à noter aussi que des chroniqueurs interviennent à tour de rôle. Il y a Olivier Pouls, Clémentine Portier-Catelbach, contre qui d'ailleurs Stéphane Bern s'affronte pour le jeu sobrement appelé Bern to be Alive. Et puis il y a un certain David Castello-Lopez qui est le monsieur depuis quand. Alors pour l'anecdote, on peut s'apercevoir qu'il a repris certaines de ses chroniques à partir de ce qu'il avait déjà présenté dans la case en plus sur Canal+. Mais il n'empêche que c'est chouette de le retrouver sur Europe 1 tous les jours de la semaine, et même en reprenant un sujet qu'il a déjà traité, c'est toujours aussi plaisant d'entendre David Castello-Lopez raconter par exemple les origines du karaoké. Écoutez cet extrait justement où il raconte les origines du karaoké. C'est un extrait daté du 9 septembre. Comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre vie quotidienne, ou parfois même d'une passion, comme aujourd'hui. C'est le passionnant David Castello-Lopez. Merci, ça fait plaisir d'être présenté comme ça. Est-ce qu'il y a des choses, Mathieu, Stéphane, que vous n'aimez pas alors que tout le monde les aime ? Plein de choses. Oui. Ouais. Oui, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire. Non, on peut pas perdre des auditeurs, si vous voulez. Oui, je comprends moi, très j'aime bien. tout ce qu'aiment nos auditeurs. Ouais. Tous les auditeurs d'Europe 1, ils ont bon goût, donc moi, j'aime la même chose que Moi, je même pense qu'en Maître fait, Gims, même... il y a un truc qui est vraiment comme ça, pour moi, c'est le karaoké. C'est-à-dire, tout le monde aime, Ah non, et j'aime pas. alors là, j'adore le karaoké. Et moi, je comprends pas. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment l'invention, comme je vous le disais, d'une sorte de Satan populiste. Mais bon, c'est pas parce qu'on déteste un truc que c'est pas intéressant de savoir d'où ça vient. Non. Et donc, j'ai fait mes recherches pour connaître les origines du karaoké. Et ces recherches, elles m'ont amené à Osaka, au Japon, pour voir un vieux monsieur qui m'a reçu en pantoufles et chaussettes et qui s'appelle Daisuke Inoue. Voici sa voix. こんにちは。私が
カラオケを発明した井上大輔です。よろしく。Bon, alors vous venez de l'entendre. Je suis Daisuke Inoue, je suis l'inventeur du Daisuke, karaoké. il a un peu l'accent d'Osaka. Oui, j'ai au sud, Osaka Sud. Ouais, voilà, moi, l'accent d'Osaka, je trouve ça charmant. Vous avez vu comment il prononce Watashi wa. C'est drôle. Bon, dans le studio, tout le monde parle japonais, mais c'est peut-être pas le cas de tous nos auditeurs, donc vous allez commencer à le faire, mais je vais le traduire. Le monsieur a dit « Je m'appelle Daisuke Inoue et c'est moi qui ai inventé le karaoké. » Les origines, c'est une chronique de David Castello-Lopez pour Historiquement Vôtre sur Europe 1. Alors Rémi, il y a aussi un podcast de France Culture que tu as beaucoup apprécié, un programme qui a été lancé récemment. Après Mécanique du complotisme que j'avais bien aimé, France Culture propose maintenant Mécanique du journalisme qui détaille les coulisses des enquêtes des grandes affaires. Jusqu'ici, on peut entendre Fabrice Arfi, journaliste de Mediapart, expliquer comment il a enquêté sur Cahuzac, ou Ariane Chemin du Monde à propos de l'affaire Benalla. Je trouve que c'est vraiment passionnant et j'ai hâte d'entendre la suite. Plus généralement, j'ai repris dans mes écoutes du matin, d'ailleurs, les programmes de France Culture, et particulièrement la matinale, avec des interviews qui prennent le temps, des journaux nourris, des éditos politiques bien sentis. C'est vraiment accessible à tous, sans être dans la posture, comme on retrouve, à mon avis, et à mon goût, sur France Inter. Et pour être totalement honnête, moi, je commence ma journée avec le morning de Diffoul et je termine avec France Culture. Donc, ça existe vraiment, cette écoute-là. Comme quoi, il y a tous les profils d'auditeurs. Pour venir au programme Mécanique du journalisme, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la bande-annonce. Écoutez. Éric Woerth est en difficulté. Jérôme Cahuzac, soit par la parole, soit par le silence, soit par quasiment la diligence ministérielle, essaye de lui venir en secours. Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes ? Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses de grandes enquêtes contemporaines racontées par ceux qui les ont révélées. Pour ouvrir la série, un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il a peut-être un rapport à l'argent particulier. Enquête, déni, trahison, démission. L'affaire Cahuzac, racontée par le journaliste Fabrice Arfi, Mécanique du journalisme, en podcast original sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Contenu à retrouver sur les interfaces de Radio France. Alors je précise spécifiquement les apps de Radio France parce qu'avec la nouvelle chronologie des diffusions de podcasts opérées par Radio France, en fonction de quand vous nous écoutez, là actuellement on ne peut pas vous garantir que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de podcasting. Sinon passons du service public à un réseau de radio associative avec un nouveau matinalier sur RCF. Et oui, c'est la bonne surprise de cette nouvelle saison. C'est Simon Marty qui a repris les commandes de la matinale le 26 octobre. Celui qui avait officié pour E-Radio s'en sort très bien pour cette nouvelle mission de 6h30 à 9h. Écoutez, c'était pour sa première. Vous écoutez RCF, vous avez bien raison. Bon réveil. 6h30, 9h, la matinale RCF. Bonjour à tous, eh bien ça y est, nous y voilà avec une semaine de retard à cause du Covid-19. Je vais tâcher de mettre mes pas dans ceux de Stéphanie Gallet ou Antoine Bélier qui vous ont accompagné ces dernières années à la matinale. Alors je prends dans quelques instants pour me présenter à vous. Je m'appelle Simon Marty, j'ai 34 ans, 10 mois et 25 jours et je suis journaliste depuis presque 10 ans. Alors oui, je le sais, une nouvelle voix pour incarner le programme qu'on écoute parfois depuis plusieurs années. Ça peut être un petit peu déstabilisant, c'est comme si un inconnu vous tapotait sur l'épaule pour vous réveiller de bon matin, c'est promis. Mis à part la voix, je ne touche ni les meubles ni la déco et j'espère très vite faire partie de vos petites habitudes. Prenez soin de vous, je m'occupe de prendre soin de votre réveil. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020. Et vous écoutez RCF, il est 6h30, le journal de la rédaction nous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Simon, bienvenue chez RCF. Bonjour à tous. Simon Marty a retrouvé dorénavant sur RCF le matin. Alors il n'y a pas que lui qui a fait sa première en octobre, il y a aussi l'équipe de Radio Stream sur Énergie. Et oui, Énergie qui nous a bien surpris ces derniers temps. Après une émission temporaire avec Squeezie, la station à la Panthère pousse en soirée un concept de libre antenne axé sur l'univers du stream. T'en avais parlé, Anthony, dans des ondes vocastes l'été dernier. Louis a quitté Toulouse FM pour rejoindre Énergie. C'est donc lui, accompagné de Break, un streamer FIFA aux commandes des soirées. Alors au final, c'est une émission de libre antenne assez classique avec certes des invités de la scène jeux vidéo, YouTube, Twitch,
mais aussi de façon un peu plus classique des artistes propres au format énergie comme Billie Eilish ou Louane. Il y a aussi des jeux. Enfin bref, dans tous les cas, c'est quand même mieux qu'un best-of où ça change de Mickaël, que j'adorais, mais bon, on avait fait le tour depuis pas mal d'années. Le 12 octobre, j'étais au taquet, prêt à écouter cette nouvelle émission. Voici ce que vous avez pu entendre à 21h. Il est 21h. 21h. Une nouvelle journée se termine. Braque a cassé 4 manettes en jouant à FIFA. Louis a passé 3h30 sur TikTok, alors qu'à la base, il y allait juste pour une vidéo. Et la soirée est loin d'être terminée. Des news, du stream, des jeux, des invités, des cadeaux. C'est Énergie. Radio Stream. Énergie. Radio Stream. Jusqu'à minuit. Vous voulez savoir ce qui est le pire dans tout ça? C'est que cette intro est totalement vraie. Complètement. Bienvenue sur Énergie, 21h tout pile. On est super content de commencer cette nouvelle aventure, cette nouvelle émission. Ça s'appelle Énergie Radio Stream. Moi je m'appelle Louis et je vous présente Braque qui est ici. Eh bien salut tout le monde. Salut, les présentations je pense sont déjà faites. Ils cassent des manettes. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. En vrai, vraiment, combien t'en casses à peu près? Honnêtement, sur une année. Je pense tu sais quoi, c'est dégressif. Plus les années passent, plus j'arrive à me calmer. Mais franchement, dans mes meilleures années, je pense que j'étais à peut-être 10 ou 15 manettes de cassées. Ah oui, d'accord. Donc on est à peu près sur une par mois, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça fait un budget, d'accord. Parfois, tu sais, ça peut voler, tu sais. Il peut y en avoir deux qui partent dans le même stream, c'est marrant. Coup dur sur la partie. C'est ça. On est super content de commencer cette émission. On va parler de plein de choses. Souvent, on nous demande, mais vous allez parler de quoi? C'est nouveau. C'est vrai. C'est compliqué à expliquer parce que oui, on va parler de stream, on va parler de gaming, mais on va aussi parler de plein de choses, à commencer par ce soir. On va parler Netflix. Non mais en fait, tu veux que je te dise, Louis, en vérité, on va parler de tout. Alors évidemment, on a une base, voilà, on vient du monde du streaming, on vient, comme tout le monde, de Netflix, on vient de partout. Mais en vérité, on va parler de tout dans cette émission. Voilà, c'est ça. Les tout premiers instants de Radio Stream sur Énergie, c'était le 12 octobre 2020. Donc ça a retrouvé tous les soirs de 21h à minuit. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de les voir sur Twitch. Dans mes souvenirs, c'était pour une spéciale Halloween, la soirée du 30 octobre. Ce 30 octobre, j'étais tombé sur Twitch sur eux pour la première fois. Puis à noter aussi que l'équipe était là pour les auditeurs d'Énergie pour le réveillon du 31. Effectivement. Alors, historiquement, vote sur Europe 1, mécanique du journalisme de France Culture, la matinale de RCF et Radio Stream sur Énergie. Il y en a pour tous les genres, pour tous les styles en radio. Et puis toi, Rémi, on peut aussi t'entendre en podcast et à la radio, c'est ça? Je suis en direct sur Radio Camargue et en voice sur Lyon Première et Active. Et puis le podcast Au lever du soleil, je l'avais lancé, expérimenté de nouvelles choses. C'est un peu l'objectif de ce podcast. Au début, c'était un morning quotidien, puis un brief actu sur les assistants vocaux. Et maintenant, c'est un zapping actu télé. Tu as aussi Diabète Live? Effectivement, Diabète Live, c'est vraiment pour une communauté de malades. J'en fais partie et c'est une façon de décomplexer avec de l'info et des experts en invité. Bravo d'ailleurs Rémi pour ces contenus. Et merci pour cette sélection et merci d'être intervenu dans Des Ondes Vocast. On passe maintenant à la partie innovation techno de l'épisode. On parle de Castopod avec Benjamin Bellamy. Des Ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Il existe de nombreuses façons d'héberger ces contenus audio pour les diffuser en podcast. Benjamin Bellamy, fondateur de la société Adores, est à l'origine de Castopod, une plateforme open source d'hébergement de podcasts, et nous allons voir ensemble en quoi sa solution apporte une véritable différence sur le marché. Ravi de pouvoir parler de Castopod avec toi. Merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Anthony. Alors, un service d'hébergement de podcast permet à un créateur de déposer ses fichiers audio sur un serveur et d'obtenir un flux RSS, un lien servant à être référencé sur les différentes plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Spotify. C'est ce que propose Castopod, mais la principale différence comparée à des solutions comme Acast, Ocha ou Podcastix en France, c'est que Castopod est open source. Ça signifie et engage quoi au fond open source ? Alors, open source, ça signifie juste que le code source du logiciel est public, contrairement à une boîte noire à laquelle on ne peut pas avoir accès. En l'occurrence, pour Castopod, il est disponible sur Internet à l'adresse code.podlibre.org. Le code source, c'est un peu comme ce qui est sous le capot, la recette de fabrication. On a tendance à penser que l'open source est gratuit. C'est souvent vrai, mais pas forcément. C'est pas parce qu'on fournit les recettes et les plans que c'est gratuit. Il se trouve qu'en plus d'être open source, Castopod est aussi gratuit. Vous pouvez télécharger son code source, l'installer et l'utiliser sans payer aucune licence. Et enfin, Castopod est libre. Vous avez le droit de le modifier et de l'adapter à vos besoins et de le redistribuer. Donc en résumé, Castopod est non seulement open source, mais il est aussi libre et gratuit. Alors avant que le podcasting soit aussi prisé et populaire, il y avait assez peu de services spécialisés pour héberger son podcast, mais en fait au fond la solution qui était la plus courante et c'était aussi la plus logique
elle consistait à utiliser WordPress, donc un gestionnaire de contenu pour site web, également open source et gratuit, et avec un plugin pour générer correctement le flux RSS. Les éditeurs disposent ainsi d'un site web personnalisé auquel on ajoute des articles avec fichier MP3 et le tour est joué. WordPress, solution open source aussi installable sur ses propres instances. Pourquoi privilégier Castopod à WordPress ? Alors, des services pour héberger son podcast, il y en a plein. On souhaitait pouvoir héberger plusieurs podcasts sur le même site, gérer des droits d'accès et de publication différents par utilisateur, avoir notre propre système de mesure d'audience qui à la fois suivre une norme reconnue, en l'occurrence la norme IABv2, et qui respecte la vie privée des internautes, et puis qui affiche des graphes qui soient à la fois utiles et jolis. Si en plus on rajoute comme critères techniques la facilité d'hébergement et des critères fonctionnels comme la gestion de numéros d'épisodes, de numéros de saison, la gestion des plateformes d'index, etc., eh ben on n'en a trouvé aucune. Alors, ce qui est appréciable avec Castopod, c'est que tu suis et connais parfaitement l'écosystème du podcast. C'est ce qui amène Castopod à supporter dès ses débuts plein de fonctionnalités, plein de tags comme ceux proposés par Podcast Index. À l'heure où l'on enregistre, il y a 4 tags sur 5 qui sont pris en charge parmi ceux officiellement lancés en phase 1 par le fameux podcast namespace. Il y a Locked, Funding, Chapters, Transcript. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que ça apporte dans Castopod et nous expliquer en quoi consistent ces tags, pourquoi selon toi c'est important de les prendre en charge et nous dire si les autres, Soundbite, mais aussi ceux dont l'adoption reste à venir, Social, ID, Location, est-ce que ces tags-là seront aussi supportés dans un futur proche ? Alors, je sais pas si on peut dire que je connais très bien l'écosystème, en tout cas je fais confiance à ceux qui le façonnent depuis plus de 20 ans. Lorsque Steve Jobs a demandé à Adam Curry d'utiliser son index de podcast pour l'intégrer dans iTunes, j'imagine qu'il se doutait pas un seul instant de l'ampleur que ce projet allait prendre. Aujourd'hui, Adam Curry vient juste de lancer Podcast Index, dont tu as parlé. C'est un projet qui vise à se réapproprier l'index qu'il a cédé à Apple il y a plus de 20 ans, pour 2 raisons principales. 1, permettre l'émergence d'innovations technologiques, il n'y en a quasiment pas eu en 20 ans, et s'émanciper du pouvoir de contrôle d'Apple. Index, pour préciser, c'est le listing de tous les podcasts qui existent, entre guillemets, quoi. C'est l'annuaire. Donc forcément, nous qui souhaitons apporter de l'innovation en garantissant les libertés des utilisateurs, on est à 200% derrière eux. Et le statut de Podfather d'Adam Curry lui confère une légitimité qui permet à Podcast Index d'attirer les meilleurs talents et de garantir que ces recommandations sont mises en place très rapidement par tout type d'acteurs du podcast. C'est crucial car le podcast étant par nature décentralisé, si une application de lecture de podcast intègre une innovation qu'aucun hébergeur ne supporte, ben ça sert à rien. Pour en revenir à ces tags et ce qu'ils apportent concrètement, nous, on pense qu'ils vont révolutionner l'industrie du podcast telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par exemple, le tag Locked, il permet d'indiquer que ce podcast ne doit pas être dupliqué, et c'est ce qui commençait à arriver sur certaines plateformes de monétisation. Il permet donc d'industrialiser le marché tout en maintenant la confiance. Le tag Funding, lui, permet d'indiquer comment rémunérer un podcasteur qui souhaiterait pas monétiser par la publicité. Les tags Chapters et Transcript offrent la possibilité de fournir des informations ultra qualitatives et sont de véritables portes ouvertes en matière d'indexation, de recherche et de recommandation. Enfin, je tiens aussi, moi, personnellement beaucoup au tag Location qui permet de géolocaliser un podcast et donc de créer des contenus locaux. Et attention, c'est bien le contenu qui est localisé, c'est pas l'internaute. Oui, c'est dans le flux RSS qu'on informe sur les villes ou les pays concernés par le contenu qu'on s'apprête à écouter. Alors, il y a plusieurs choses très bloquantes techniquement dans le podcasting, et l'une d'elles, c'est le fait que pour détecter un nouvel épisode, la plupart des applications de podcast requêtent périodiquement les flux RSS. Ce qui fait qu'un nouvel épisode publié met plusieurs minutes, voire des dizaines d'heures à apparaître. Pourtant, il existe une technologie qui s'appelle WebSub qui corrige ce problème là. En gros, avec WebSub, c'est la plateforme hébergeant le podcast qui notifie les applications de lecture dès qu'un nouvel épisode est publié. Ce qui fait qu'un nouveau contenu apparaît instantanément côté auditeur sur les applications de podcast. Alors, il n'y a pas énormément d'applications de podcast qui supportent pour le moment WebSub. Google Podcast supporte WebSub, mais très peu d'hébergeurs prennent en charge cette fonctionnalité. Est-ce que typiquement, ce type de choses est ou sera sur la feuille de route du développement de Castopod ? Alors, tout à fait, Anthony. WebSub, qu'on appelait avant PubSub Hubbub, fait partie de notre roadmap depuis le tout début. Par ailleurs, Castopod intègre son propre serveur WebSub, de telle sorte que vous ne confiez pas à un tiers la gestion de vos abonnés. Et quelles sont les prochaines dates clés visées concernant l'avancée de Castopod ?
Alors, à l'heure où on enregistre, Castopod est encore en version alpha, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités de la V1 sont pas encore terminées. Cette V1 est prévue pour début 2021 et elle intégrera quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment PWA, qui permet d'avoir une application intégrée au site web, un widget pour intégrer votre podcast sur un autre site, l'export au format vidéo, la gestion de podcasts privés à accès privilégié, et enfin ActivityPub. De tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment ActivityPub qui nous tient le plus à cœur, car il s'agit à la fois de remettre le podcast au centre de son audience et de garantir la pérennité de l'interopérabilité des écosystèmes du podcast. Aujourd'hui, toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux sont généralement externalisées et confiées à des tiers. Si par exemple vos interactions avec vos auditeurs se font sur Facebook, le jour où Facebook ferme votre page, vous avez tout perdu. Votre audience ne vous appartient pas, elle appartient à Facebook qui seul en a ses coordonnées. De la même manière, si vos étoiles sont chez Apple Podcast, le jour où Apple vous déréférence, vous perdez toutes vos notes et tous vos commentaires. Ils appartenaient à Apple, pas à vous. Avec ActivityPub, le podcast est le réseau social. Et s'agissant d'un réseau fédéré, vos auditeurs n'ont pas besoin de créer un compte chez vous, ils peuvent le faire depuis n'importe quel endroit de ce qu'on appelle le fait divers. On en revient à ta question initiale sur le modèle open source de Castopod. Le fait que Castopod soit open source est une véritable nécessité, car ce que l'on souhaite, c'est que d'autres plateformes, d'autres players, d'autres index annuaires ou hébergeurs de podcasts, open source ou non, rejoignent le mouvement. Et parce que Castopod est open source, elles en ont le mode d'emploi. Alors, mais justement, quelle est ta cible concrètement? À qui s'adresse la solution Castopod à court, moyen et long terme? Pour nous, Castopod est avant tout un outil d'évangélisation pour garantir que le marché reste ouvert. Castopod a toujours été pensé pour satisfaire le podcasteur, amateur ou professionnel. Il fonctionne très bien pour un tout petit podcast sur un hébergement mutualisé à 3 € par mois chez OVH, mais il sait également gérer des très gros catalogues de podcasts multiples. Sa gestion de droits est totalement paramétrable et est donc adaptée aux grosses structures. Enfin, sa gestion de contenu privé en fait une solution idéale pour les journaux et médias par abonnement. Alors, tu as reçu des aides de financement pour le projet, pour pouvoir démarrer l'activité. Comment et par qui le service Castopod est-il financé? Et surtout, quel est le modèle économique envisagé? Nous fournissons des services payants d'hébergement basés sur Castopod. Les frais servent à couvrir les coûts d'hébergement des serveurs et de développement des modules répondant à des besoins spécifiques. Le financement d'une solution open source, c'est jamais facile, surtout pour une start-up privée comme la nôtre. Il se trouve que nous avons obtenu un financement européen au travers de NLNet, rencontré chez Cap Digital. Par la suite, j'ai pu discuter avec Ludovic Dubos, qui a créé la société XWiki, et qui avait développé CryptPad de cette manière-là. Il nous avait donné des bons conseils. Comme je le disais précédemment, ce qui nous importe, ce n'est pas de vendre des prestations autour de Castopod, mais c'est vraiment que sa technologie soit adoptée par d'autres. Castopod qui a retrouvé sur castopod.org, on peut déjà l'utiliser pour son propre podcast. Merci Ben d'avoir parlé pour Des Ondes Vocast de ce formidable projet. Merci à toi. Et on enchaîne avec la seconde partie sur l'histoire du foot à la radio avec Johnny Pilate. Des Ondes Vocast, les archives. Lors du dernier épisode, pour la partie archives, nous nous sommes intéressés au lien entre le foot et la radio. Nous avions conclu avec une archive d'Eugène Sacomano commentant la finale de foot en 98. Pour cette seconde partie, toujours avec Johnny Pilate, chargé de programmation et de conduite antenne chez RMC Sport, nous allons continuer de parler du traitement du football à la radio, mais cette fois-ci en se concentrant sur l'émergence des émissions de talk, des débats sur l'actualité sportive sur les ondes. Et justement, nous parlions d'Eugène Sacomano, et c'est bien lui, quand il était directeur des sports pour Europe 1, dans les années 90, c'est lui qui est à l'origine des émissions de talk sportives à la radio. En 1996, Europe 1 lance Europe Sport. Dans quel contexte est né ce concept, Johnny, Europe Sport? En fait, 1998, ça marque une grande fracture dans l'histoire du sport à la radio, mais c'est aussi le cas, en fait, tout simplement dans l'histoire du sport en France. 98, ça va tout changer. Mais tout de même, il faut quand même revenir 2 ans avant pour voir un peu émerger ce processus. Donc la France, elle prépare l'organisation de la dernière Coupe du Monde du XXe siècle, et toutes les radios sont sur le pont pour couvrir au mieux cet événement mondial. Et en 96, c'est aussi l'année où Jérôme Bellet devient président d'Europe 1. Alors cet homme, c'est lui qui a cofondé France Info, et il compte y appliquer un concept qui ressemble vraiment à Europe, c'est le News and Talk. Donc c'est un concept qui est basé sur l'information et le débat sur l'actualité. Et même s'il n'est pas fan de sport, à ce moment-là, Eugène Sacomano le convainc de lancer la première émission quotidienne 100% sport sur une grande radio généraliste, c'est Europe Sport. Donc l'émission, elle est diffusée tous les soirs de la semaine, entre 20h et 22h. Elle est animée par Yann Kulig, qui accompagnait chaque jour 2 journalistes du service des sports de la radio. Ils reviennent sur l'actualité sportive du jour avec des invités et les auditeurs. À ce moment-là, Europe 1
et sans conteste la radio généraliste et la plus sportive. Alors, la victoire de la France en 1998 va faire changer le regard des médias sur le football. Et à ce moment, le sport et surtout le foot deviennent incontournables au sein des grilles des radios. Alors, Eugène Sacomano en profite pour lancer une nouvelle émission qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs années. Cette émission, c'est le match du lundi. Eugène Sacomano, en fait, c'est un grand fan depuis sa jeunesse d'une émission mythique de la radio française. C'est Masquer la plume, qui existe depuis 1955 sur France Inter. Un peu dans cet esprit-là, lors de ses fréquents voyages en Italie, il va découvrir quelque chose qui y ressemble, un talk de critique, mais cette fois-ci sur le football. Ça s'appelle Il Processo dei Lunedì. Je ne sais pas si je le prononce bien en italien. En tout cas, en français, c'est le procès du lundi et c'est diffusé à la télévision sur la RAI. Donc, cette émission, elle est présentée par Aldo Biscardi et elle est diffusée entre 1980 jusqu'en 2016. Sacomano, il s'en inspire et il essaie de changer un peu la forme pour la franciser. C'est ainsi qu'il va créer donc le match du lundi, qui sera diffusé tous les lundis de 20h à 21h sur Europe 1. C'est à ce moment-là que la polémique sportive entre à la radio, et surtout la polémique autour du football, et ça va tout doucement ronger la langue de bois. Le concept est simple, Eugène Sacomano s'entoure de journalistes sportifs issus de différents médias afin de débattre sur les faits marquants du week-end de football. Le ton est volontairement polémique, et ça c'est pour créer du débat. Tout à fait. Et les premiers débatteurs, on les connaît encore. Dominique Grimaud, donc un ancien de Téléfoot et du service des sports d'Antenne 2, Rémi Lacombe et Vincent Macheneau de France Football, un certain Pierre Ménès, qui est à l'époque journaliste à l'Équipe, Karim Nedjari, qui vient du Parisien, Eric Bigdorman de l'Équipe Magazine ou Olivier Red But. On trouve aussi un certain Hervé Matou de Canal+. Et de temps en temps, il y a Thierry Roland et Jean-Michel Arquet qui viennent y participer. En tout cas, c'est un casting 3 étoiles pour une émission qui va agréger les talents de la presse écrite et de la télévision au service de la radio. Alors l'émission le match du lundi est un succès et surtout ce qui est très surprenant c'est que dès 1999 le rendez-vous est diffusé également en télé, alors sur une chaîne qui s'appelle Pathé Sport, c'est en léger différé et c'est incroyable de se dire que finalement la radio filmée, l'idée de contenu multiplateforme que tu connais très bien puisque tu travailles à RMC pour RMC, et bien cette idée là en fait elle est pas si nouvelle que ça. Alors pour cette émission certains auditeurs sont choqués par la virulence des propos, d'autres se plaignent de la cacophonie ambiante, mais pourtant c'est une réussite quasi immédiate et finalement Europe 1 tient une recette gagnante, mais le problème c'est que Eugène Sacomano lui quitte la station en septembre 2001. Ouais, il est totalement en désaccord avec Jérôme Belet depuis son arrivée, ça se passe très mal, Jérôme Belet réduit le temps du sport, notamment dans les journaux, etc. Donc Sacomano, il décide de partir à la retraite le 23 septembre 2001, donc le jour de ses 65 ans, comme la loi le prévoit à l'époque. Donc il est courtisé par les autres patrons des généralistes, notamment Alain Veil, qui au même moment est en train de créer une nouvelle RMC qui entend miser sur le football. Mais finalement, il préfère répondre favorablement à Robin Leproux, qui est alors directeur général de RTL. Pour RTL, clairement, c'est un coup de maître qui va affaiblir le concurrent direct Europe 1, tout en permettant de mettre la lumière sur la station. Alors au début de la saison 2001, la station RTL amorce une nouvelle politique sportive très offensive avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2002. Alors tout d'abord, comme tu l'as dit, la radio engage Eugène Sacomano, la voix du football d'Europe 1. RTL l'annonce d'ailleurs fièrement lors d'une campagne de pub qui a pour titre le transfert de l'année, c'est joli, bien trouvé, avec le numéro 5 dans le dos, comme Zidane au Real de Madrid. Alors avec lui, Eugène Sacomano ramène son bébé et sa bande de journalistes. Le concept change de nom et devient le fameux On refait le match. La première a lieu tout simplement le premier jour de son contrat sur RTL, lundi 24 septembre 2001. Et pour sa première, il est entouré de Patrick Lafayette de l'Équipe, le fameux Dominique Grimaud, Olivier Ray, Gilles Verdez et Jean-Michel Arquet. Et tout doucement, ses camarades vont venir tous entrer dans la danse et jouer, ceux qu'il avait déjà sur Europe 1. On va trouver notamment Pascal Praud, son fidèle lieutenant, Philippe Doucet, Vincent Duguc, Karim Nedjari, Vincent Macheneau ou Guillaume Rebière. Alors nous avons retrouvé une archive d'On refait le match. Alors c'est une archive qui date de 2005. Alors pour cette édition, Daniel Riolo, Pascal Praud, Bernard Tapie et Gilles Verdez sont présents. Écoutez. On fait le match. On refait le match. On refait le match. Deuxième partie. Nous sommes toujours sur OM Paris Saint-Germain et dans un nuage d'ammoniac. Alors il vient. Je crois que vous baignez dans la connerie. Oh là là. Plus que dans l'ammoniac. Tapis. Non, mais faut arrêtons de déconner. Alors. Ça va, vous allez pas refaire le match autour de l'ammoniac. Si, c'est un élément majeur. C'est un refait déstabiliser psychologiquement Paris. Vous pouvez pas le nier, ça. Oh putain, alors attends, si jamais Paris est déstabilisé
Parce qu'ils n'ont pas pu se déshabiller dans ce vestiaire. C'est pas normal, Bernard. Mais c'est pas normal, on a le droit d'avoir des conditions de préparation décentes. C'est pas normal. Vous pouvez pas légitimer ça quand même. Mais je ne légitime pas. Je trouve simplement que vous êtes dans une parano totale. Et non, parano, et que c'est pas- impossible. Si quelqu'un... L'explication finale. Mais je dis simplement... Il en était à expliquer la fin de l'histoire. là. Écoutez-moi, si quelqu'un veut nuire à une équipe, il faut qu'il le fasse de telle sorte que l'équipe ait le préjudice. Comment ? Or là, il n'y a pas de préjudice dès lors qu'ils Comment on ont... peut savoir ? Ils sont pas rentrés dans le vestiaire tellement ça sent mauvais. Donc Oui, c'est vrai. Donc Ils l'idée, se donc le préparent résultat... sur le parking, qu'est-ce le qu'on a résultat... d'autre comme Mais non, préjudice le résultat, il est nul. Extrait dont refait le match du 17 octobre 2005. Alors cette émission d'ailleurs était également diffusée sur LCI. La vidéo à l'origine de cet extrait est dans la description. Quand Eugène Sacomano parlait du programme, il rappelait toujours deux choses. Qu'on refait le match n'est pas le café du commerce et surtout que son casting d'intervenants était pertinent puisqu'il sélectionnait les meilleurs spécialistes. Clairement, il faut dire que l'émission, elle est totalement d'un nouveau genre et elle dérange en fait les acteurs du foot en France. Certains entraîneurs auraient même cherché à la faire supprimer selon Eugène Sacomano. À cela, il répond à ses détracteurs, qu'ils sachent que même Franco acceptait les débats sur le football espagnol, parce que là-bas, c'était légion en Espagne, hein, et encore aujourd'hui, il y a des milliards de débats à la radio et à la télévision. Eugène Sacomano, il savait aussi défendre son concept et aussi son casting. Ce qu'il cherchait avec ses intervenants, c'était de supprimer cette langue de bois et d'éviter toute forme d'hypocrisie. Il faut dire que la recette du succès, elle tient dans ce ton très polémique qui fait vivement réagir les auditeurs, mais aussi joueurs et dirigeants. On voit un peu, c'est pas le café du commerce, mais c'est un côté très théâtral en fait, selon on refait le match. Chacun a un peu son rôle, chacun défend tel ou tel joueur, telle ou telle équipe, et Eugène qui met un peu la poudre là-dedans pour que ça fonctionne, quoi. Alors, comme je le précisais après l'extrait tout à l'heure, l'émission était également diffusée à la télévision dès 2002 sur LCI, mais c'est pas totalement la même version sur RTL et LCI parce que il y avait des contraintes liées au minutage serré qui n'étaient pas forcément compatibles entre les deux médias. Puis il y avait aussi la question des pubs également. Alors l'émission n'est pas toujours restée sur LCI. Elle a basculé en 2008 pendant une saison sur l'équipe avant d'être diffusée de 2010 à 2012 sur iTélé. Finalement, en 2012, Eugène Sacomano quitte définitivement son fauteuil pour la retraite. L'émission quitte la case du lundi pour le samedi soir, avant les multiplex. Et à la présentation, son fidèle lieutenant Pascal Praud lui succède. Puis ensuite, c'est Denis Balbir et enfin Christian Olivier. Cependant, aujourd'hui, en 2021, la radio du foot, dans l'esprit de tous, maintenant, c'est surtout RMC. Pour rappel, fin 2000, donc Alain Veil, ancien vice-président du directoire d'Énergie Group, prend le contrôle de la station RMC en entrant à 83% dans son capital par l'intermédiaire de sa nouvelle société Next Radio. Donc il est assisté par Franck Lanoux à la direction des programmes. Ils ont pour objectif de donner un nouveau visage à la station régionale. Donc sur les conseils d'Alain Veil, Franck Lanoux se rend aux États-Unis pour s'inspirer des formats des radios généralistes appelés les full service stations, spécialisés dans le talk. Un format de radio entièrement parlé, à forte dose d'information. C'est un modèle qu'on ne connaît pas trop en France. Il est utilisé seulement par deux radios à l'époque, France Info et BFM. Et le constat, c'est qu'en France, seul Europe 1 propose des soirées sportives depuis 1996 et son fameux Europe Sport. Et une seule station sur un modèle 100% sport existe en France depuis 1998, c'est Sporto FM, mais ça ne diffuse qu'en région parisienne. Donc Alain Veil, il est définitivement convaincu quand il se rend lui-même là-bas et qu'il voit la rentabilité des radios du genre. Les trois piliers sont trouvés. RMC sera la nouvelle radio info, talk, sport, comme son slogan l'indique. Alors la station cherche alors à recruter des incarnations pour marquer ce virage. Alors comme nous l'avions dit tout à l'heure, RMC tente lors de l'été 2001 de recruter Eugène Sacomano, la voix du football d'Europe 1, mais Eugène Sacomano choisira plutôt finalement RTL. Si la station ne réussit pas à attirer donc la voix du foot à la radio, elle va tout de même réussir un gros coup, celle d'engager celui qui fait habituellement vivre les matchs de foot à la télévision en la personne de Jean-Michel Larquet. Donc l'emblématique milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, au palmarès exceptionnel, 7 titres de champion de France, 3 Coupes de France, une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. En fait, c'est également une véritable personnalité médiatique depuis les années 80. Il collabore notamment avec le magazine 11 Mondial, mais surtout en commentant donc les rencontres de football aux côtés de Thierry Roland, fameux duo, qui était à l'époque sur Antenne 2, puis sur TF1. Il est le premier consultant de ce qui deviendra la Dream Team d'RMC. Donc c'est un pool d'anciens sportifs qui vont intervenir régulièrement à l'antenne lors des différentes émissions. Les plus charismatiques d'entre eux auront même leur propre émission. Le premier, c'est évidemment Jean-Michel Larquet et son programme intitulé Larquet Foot qui débute en septembre 2002
À la présentation, il est accompagné de Jeannot Rességuier. L'émission est diffusée alors le dimanche de 10h à midi. Alors les auditeurs découvrent un nouvel homme, loin du consultant de TF1, bien plus mordant et piquant. Désormais, en fait, il y a 2 Jean-Michel Larquet, celui de la télé et celui de la radio, qu'on nomme aussi Captain Larquet. Ouais, à l'époque, Jean-Michel Larquet, donc il est toujours consultant sur TF1, il le sera jusqu'en 2010. Et dans ses commentaires de match, il garde une certaine neutralité. Là, sur RMC, son ton, il est très polémique et il n'hésite pas à exprimer des avis très tranchés, notamment à l'époque sur le sélectionneur de l'équipe de France de football, le fameux Raymond Domenech. Et pour preuve, cet extrait de Larquet Foot du 13 février 2009. Écoutez. Sans porter de jugement sur Raymond Domenech, il est bon ou il est mauvais sélectionneur. Aujourd'hui, les dés sont pipés. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Les dés sont pipés. Mokhtar. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ramer autant que tu veux. Les dés sont pipés. Mokhtar, depuis les Bouches-du-Rhône, merci d'avoir patienté. Bonsoir. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va très bien. Oui, il y a vraiment que sur RMC qu'on se fait plaisir. Hein. Ah bah écoute, c'est gentil de nous le dire. Hein. Écoutez, rapidement là, parce que j'entendais le discours de Monsieur Larquet avec le président. Tout ce que je voulais dire en fait, à la limite, c'est que on n'est pas en train de dire que Domenech ne fait pas son travail sérieusement. On est juste en train de dire que Domenech travaille sérieusement mal. Donc ça c'était pour la parenthèse. Et quand le président aura compris qu'il faudrait des gens comme Monsieur Larquet dans les instances pour faire avancer les choses, ben voilà, d'accord. Mais c'est fait, il est déjà au district. Ouais, non, mais ça va. Non, je parle au gradé. Je sais très bien qu'il est bien là où il est. Je suis très bien. Je suis avec les débutants, les poussins, les benjamins, Mokhtar, et ça me suffit largement, moi. Mokhtar, sur ce qu'on a vu les derniers matchs, l'Uruguay, l'Argentine. On n'a pas raison d'avoir des doutes et d'avoir un peu peur? Mais c'est même pas des doutes, c'est des certitudes. Mais il faut arrêter un peu. Il y a vraiment que les gens du côté obscur, comme je dis, qui disent qu'on a la dent dure. Je vous entendais dire ça tout à l'heure. Attendez, ou alors il faut pas comprendre le ballon ou être aveugle. C'est tout. Un auditeur, Mokhtar, au micro de RMC avec Jean-Michel Larquet et Jean Rességuier pour Larquet Foot. Alors c'est une archive datée du 13 février 2009. Alors ce qui est frappant en fait, c'est que RMC va faire de ses consultants stars sa marque de fabrique, quoi. Oui, tout à fait. Suivront notamment Luis Fernandez dès septembre 2003, qui va animer l'émission Luis Attaque, qui s'installera en quotidienne pendant 13 ans. Sur ce même créneau, lui succédera Christophe Dugarry, avec son fameux Team Dugas, qui va être diffusé de 2016 à 2020. RMC misera aussi sur d'autres consultants qu'on connaît très bien. Roland Courbis dès 2005, qui deviendra le fameux coach Courbis, avec une émission diffusée pendant 7 ans en quotidienne. Donc sur la case de Larquet Foot, en 2018, une émission qui s'appellera Ici c'est Willy, avec Willy Sagnol, relativement un petit échec, ça ne durera qu'une seule saison. Et depuis, il a été remplacé par Jérôme Rotten, qui anime Rotten Régal, et c'est la seule émission qui a encore une incarnation foot propre sur RMC. Alors toutes les stations cherchent à copier le modèle de RMC et à avoir son consultant en star qui crée la polémique. RTL par exemple qui recrute en 2008 le champion du monde 98, Vicente Lizarazu. C'est un très gros coup, à l'époque il est consultant pour Canal+, donc Vicente Lizarazu il arrive d'abord pour commenter l'Euro 2008 sur RTL, avant d'avoir lui aussi le droit à son émission qui s'appellera Club Lisa, qui sera diffusée le lundi de 20h à 21h dans la case historique dont refait le match. Et Vicente Lizarazu, un peu comme sur RMC, les personnalités, elles interviennent dans les différents shows. Et un soir de novembre 2009, donc, il participe à une émission qui s'appelle le Club France RTL. Donc, c'est une émission de débrief des matchs de l'équipe de France. Ce soir-là, les Bleus décrochent leur billet pour le Mondial 2010 avec un but entaché de la fameuse main de Thierry Henry. Et le sélectionneur Raymond Domenech se retrouve face à Lizarazu dans le studio de RTL, donc installé au Stade de France. Christophe Pacaud anime le débat. Écoutez, c'est un moment de radio, un clash entre Lizarazu et Domenech, juste après le match France-Irlande en 2009. Moi j'ai vu une équipe d'Irlande, une équipe d'Irlande qui a été extraordinaire, et une équipe de France qui est passée à côté de l'événement, point. Voilà. Point. Maintenant, on est qualifié. Maintenant, on est qualifié. Voilà. Donc, on n'en discute pas. On n'en discute pas. C'est pas en discuter. Non, je veux dire, c'est pas mon problème. Je voulais discuter de quoi maintenant? Je veux dire, on discute... du contenu, on discute du contenu, on est intéressé par le foot, les gens sont intéressés par le foot, nous on est juste la traduction de ça, c'est ça qui nous intéresse, c'est de parler foot. Heureux. C'est de parler foot. Non, ce soir c'est par l'émotion. Et c'est de parler équipe de France, et qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Ce soir c'est parler émotion. Ce soir, elle a rien fait. Oui, alors si vous voulez, elle a rien fait, elle se qualifie pour la Coupe du Monde, on en est ravis, juste on essaye de parler du contenu. Votre problème, Raymond, c'est si tu veux pas répondre à ça, c'est une question simple. Pour l'avenir, votre problème...
Je réponds Non, tu réponds pas. je Tu dis réponds, on est ce qualifié, soir. basta. Non, je dis ce soir, c'est l'émotion qui compte. C'est la seule chose qui compte, c'est le bonheur, c'est l'émotion. On aura le temps de faire le bilan les jours après. Et participer à la fête, une fois de temps en temps, on est heureux, puis tout le monde est qualifié. Non, la fête. Tout le monde. À à la moi, je fête. serais heureux. Bah oui, à la fête. Aujourd'hui, on est qualifié. Il y a pas beaucoup de pays qui le seront. On est heureux. Moi, je vibre. Moi, j'ai de l'émotion ce soir. Je vais pas faire la fête. Je suis content, mais je vais pas faire la fête. Sur ce match-là, je suis content de la qualification. Je comprends que tu fasses pas la je fête. vais pas faire la fête. C'est fou quand même, hein, ce type de prise de tête. C'était sur RTL en 2009 avec Lizarazu. Ouais, c'est un peu l'acte fondateur de la carrière de consultant de Lizarazu. Il y était avant. Là, ça va vraiment le faire passer dans un autre stade. Il va être un peu, avec Christophe Dugarry, les deux vedettes consultants stars de France 98. Quelques temps plus tard, il deviendra le consultant des matchs de l'équipe de France sur TF1. Et pour préciser, du coup, Vicente Lizarazu, il animera son fameux club Lisa jusqu'en 2020 sur RTL. Depuis, il a rejoint Radio France, où il anime désormais une émission d'interview qui s'appelle Planète Lisa et qui est diffusée chaque dimanche sur France 2. Alors, on va revenir à RMC. On ne peut pas omettre d'évoquer l'after-foot, hein, la référence aujourd'hui en ce qui concerne les émissions de débat autour du foot. Alors, l'after, c'est 8 millions de téléchargements en podcast sur le mois de novembre 2020, selon Médiamétrie Istat. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et pour comprendre, il faut revenir à la genèse de l'after-foot. Et la force d'RMC, en fait, c'est de ne pas se reposer sur ses acquis et de toujours chercher à innover. Ainsi, le mardi 4 avril 2006, au soir d'un quart de finale retour de Ligue des Champions, qui opposait à l'époque l'Olympique Lyonnais au Milan AC, la station propose une nouvelle émission d'après-match, donc qui s'appellera l'after-foot. Donc à l'époque, en semaine, après les matchs de football, et notamment de Ligue des Champions, c'était une rediffusion de l'émission un peu sexe de Brigitte Lahaie qui était programmée. Ce qui était notamment un peu aberrant pour Gilbert Bribois, qui proposait depuis des années à France Oppesanti une émission pour débriefer les rencontres de foot. Et le concept, il réussit enfin à le vendre et à le mettre sur pied ce soir-là. Ça marche plutôt bien, et l'émission elle va revenir en quotidienne, notamment pour la Coupe du Monde 2006. À partir de 2008, l'émission elle va devenir quotidienne. Donc si les consultants stars y passent de temps en temps, notamment Jean-Michel Garquet ou Roland Courbis, la nouvelle figure de la station qui émerge grâce à l'after-foot, c'est un journaliste, Daniel Riolo, qu'on a notamment entendu tout à l'heure. En plus de débriefer les matchs, il devient donc l'éditorialiste référent en semaine, d'abord en duo avec Alexandre Delperrier, puis avec Gilbert Bribois. Donc cette émission, elle accentue encore plus l'opinion des personnels de la station, avec des auditeurs qui viennent les interpeller au standard. Les joueurs, entraîneurs, dirigeants viennent également s'exprimer dans le programme. C'est un peu une nouveauté. En créant la polémique, ils font réagir les acteurs du foot qui veulent avoir un ordre de réponse et qui viennent à l'antenne débattre face à Daniel Riolo, Roland Courbis ou Jean-Michel Garquet. Alors comme on l'avait entendu tout à l'heure dans On refait le match avec Eugène Sacomano en 2005 sur RTL, Daniel Riolo est passé par de nombreux médias et on va s'écouter un clash mémorable entre coach Courbis et Daniel Riolo, le tout arbitré par Gilbert Bribois, le 3 décembre 2008 sur RMC suite au match Manchester City-PSG en Liga Europa. On pouvait entendre ça. Le PSG fait ce qu'il peut. Et le PSG ce soir avec son équipe type d'entrée, ce n'est même pas sûr qu'il fasse un match nul. Le football est capricieux. Ils auraient peut-être même perdu avec leur équipe type. On arrête de parler tout de suite si le football est capricieux. Bien sûr, mais surtout si on t'écoute toi, on arrête de parler tout de suite. On a tous puisque de toute façon le football il est capricieux et que même avec mais je te dis, si on t'écoute toi, on arrête de parler tous. Il n'y a que toi qui as raison. Bah, j'ai certainement un peu. Mais même quand tu dis des conneries, tu as raison. Bah oui, mais là, en l'occurrence, tu vas m'expliquer pourquoi je dis une connerie, alors. Mais parce que tu penses que le football, il se programme en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Alors, dans ces cas-là, si c'est pas comme ça, Roland. Ce soir, le Paris Saint-Germain. Ce soir, le Paris Saint-Germain fait un bon match, c'est tout. Paris Saint-Germain avec une équipe type qui s'en fout, et sont peut-être moins performants ce soir que ce que l'équipe type. Mais parce que c'est plus important pour Paris Saint-Germain dans la tête de certains joueurs. Qui te l'a dit ça ? Tu le sais ça ? Je te dis peut-être. Pourquoi tu le sais toi ? Non, moi je sais rien. Moi je dis rien. Moi je m'énerve pas comme toi. Ferme-la. Mais moi je m'énerve pas comme toi. Mais il y a une différence, c'est que moi je ne t'énerve pas moi. Mais toi par contre, avec ta façon de parler, de toujours avoir raison, même sur ce que tu ne maîtrises pas, je te pourquoi dis. Toi, tu le maîtrises toi de savoir comment le Paris Saint-Germain doit jouer le match ? Mais il y a une différence entre toi et moi, c'est que j'ai quand même la modestie de penser que je suis entraîneur, mon chéri. Alors, messieurs, quelques mails. Mauvais peut-être, mais entraîneur quand même. Je te dis que c'est pas parce que tu démarres avec une équipe type que tu aurais obligatoirement gagné ce soir. Ah mais c'est compliqué à comprendre ça. Ah non, mais ça, je veux dire ce que tu dis, ça veut rien dire. On fait une pause, Daniel, s'il te plaît, merci. Je vais pas devenir vulgaire, allez.
Le show qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. L'after-foot, c'est typiquement ce genre de séquence, un débat, si on peut l'appeler comme ça, entre Riolo et Courbis. Ouais, c'est totalement l'ADN même de l'after. Donc l'émission, elle a eu aussi des diffusions éphémères à la télévision, sur BFM TV, pendant quelques temps le week-end, puis sur RMC Sport, et dernièrement sur Twitch. Elle est aujourd'hui la référence en matière d'émissions de football à la radio. Le trio est désormais constitué depuis quelques saisons de Gilles Ribois, Daniel Riolo et Jérôme Rotten. Il y a également des déclinaisons de podcasts qui sont apparues dernièrement. Ils ont été lancés fin août 2019, donc c'est sur des clubs précis, After Paris, After Marseille, After Lyon ou After Saint-Etienne. Merci Johnny, pour en savoir plus, vous qui nous écoutez, vous pouvez vous rendre sur le médium de Johnny, vous découvrirez des articles très complets sur le sujet. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci d'être toujours aussi fidèle à l'émission. Merci pour vos mails et messages sur Twitter. Pour soutenir le projet, n'hésitez pas à partager, à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des idées de sujets ou même vous souhaitez intervenir dans un épisode, n'hésitez pas à me contacter, contact@vocast.fr. En voix off, comme toujours, on retrouve la voix de Estelle Hubert. Et vous avez pu reconnaître la musique habituelle qui habille le podcast, c'est Rob It's a Blast, la BO du film qui parle de Radio Star. Prochain épisode à retrouver début février 2021. Des Ondes Vocast.